C'est la communauté Seyo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ce petit dimanche soir. Donc là, nous allons faire une petite vidéo centrée sur le personnage de Christopher McCandless. Je vais vous en parler plus longuement. C'est le résumé que j'ai trouvé sur Wikipédia. Je vais vous lire tout ce que j'ai trouvé sur lui. Donc ne vous étonnez pas, je ne regarde pas beaucoup la caméra. Mais voilà, on est parti pour une nouvelle histoire sur des personnes oubliées ou disparues. Alors Christopher McCandless, tout d'abord, c'est un jeune homme qui est né le 12 février 1968 à Inglewood, en Californie, aux États-Unis, et qui est malheureusement décédé le 18 août 1992, à l'âge de 24 ans, à Stampede Trail, en Alaska, aux États-Unis aussi. Il était également connu sous son pseudonyme d'Alexander Supertramp. C'était un aventurier américain qui recherchait un mode de vie de plus en plus nomade en grandissant. McCandless est le sujet de Into the Wild. C'est un livre de non-fiction de John Krakauer qui a ensuite été adapté en long métrage. Après avoir obtenu son diplôme à l'université Emory en Géorgie en 1990, McCandless a voyagé à travers l'Amérique du Nord et a finalement fait de l'autostop en Alaska en avril 1992. Là, il est entré dans la brousse de l'Alaska avec un minimum de fournitures, espérant vivre simplement de la terre. Sur la rive est, de la rivière, Sushana, peu importe, je connais pas le terme exact, McCandless trouvera un autobus abandonné, le Fairbanks Bus 142, qu'il utilisa comme abri de fortune jusqu'à sa mort. En septembre, son corps en décomposition, pesant seulement 30 kg, donc 67 livres à peu près, a été retrouvé à l'intérieur du bus par un chasseur. La cause de la mort de McCandless a été officiellement jugée comme étant la famine, bien que la circonstance exacte de sa mort reste l'objet d'un débat. En janvier 1993, Krakauer a publié un article sur McCandless dans le numéro du mois du magazine Outside. On lui avait assigné l'histoire et elle l'avait écrite dans un délai serré. Inspiré par les détails de l'histoire de McCandless, Krakauer a écrit un livre biographique, Into the Wild, dont je vous parlais, qui a ensuite été adapté en un film de 2007, réalisé par Sean Penn et Emily Hirsch dans le rôle de McCandless. La même année, McCandless devient le sujet du documentaire de Ron Lamotte, The Call of the Wild. Donc, comme je vous l'ai dit, Christopher Johnson McCandless est né à Inglewood en Californie et a passé sa petite enfance à El Segundo en Californie. Il était l'aîné des enfants de Wilhelmina Mary Billy McCandless, né Johnson, et de Walter Walt McCandless. Il y avait une sœur cadette nommée Karine McCandless. Avait également 6 demi-frères et sœurs du premier mariage de Walt qui vivaient avec leur mère en Californie et plus tard à Denver au Colorado. Ça fait une sacrée flopée de bambins, ça. En 1976, la famille a déménagé à Annandale, en Virginie, où le père de McCandless est embauché comme spécialiste des antennes pour la National Aeronautics and Space Administration, donc la NASA. La mère de McCandless travaillait comme secrétaire pour Hughes Aircraft. Le couple a ensuite créé une entreprise de conseil prospère à partir de leur domicile spécialisée dans le domaine d'expertise de Walt. Ça fait du bien. Karine McCandless a allégué dans ses mémoires The Wild Truth que ses parents s'infligeaient des violences verbales et physiques les uns aux autres et à leurs enfants, souvent alimentés par l'alcoolisme de son père. Elle a cité leur enfance abusive ainsi que sa lecture de The Call of the Wild de Jack London comme les facteurs motivant le désir de son frère de disparaître dans le désert. Dans une déclaration publiée aux médias, parue peu de temps avant la publication des mémoires, Walt et Billy McCandless ont nié les accusations de leur fille, affirmant que son livre
Une écriture fictive qui n'a absolument rien à voir avec notre fils bien-aimé Chris, son parcours ou son personnage. Tous ces éléments malheureux dans la vie de Chris, il y a 22 ans, concernent Chris et ses rêves. En 1986, McCandless est diplômé de la W.T. Woodson High School de Fairfax en Virginie. Il excellait sur le plan académique, bien qu'un certain nombre d'enseignants et de camarades de classe aient observé qu'il marchait au rythme d'un batteur différent. McCandless a également été capitaine de l'équipe de cross-country, où il exhortait ses coéquipiers à traiter la course à pied, comme un exercice spirituel dans lequel il courait contre les forces des ténèbres, tout le mal dans le monde, toute la haine. McCandless a voyagé dans le sud de la Californie et a renoué avec des parents et des amis à l'été 86, là-bas. McCandless apprit que son père avait vécu pendant un certain temps dans une union bigame avec sa deuxième femme. Il avait également eu un enfant avec sa première femme, après la naissance de ses enfants par la deuxième femme. Sacré bordel, quand même. John Krakauer a émis l'hypothèse que cette découverte pourrait avoir eu un impact profond sur McCandless. McCandless est diplômé de l'université Emory en mai 90 avec un baccalauréat en double majeur en histoire et anthropologie. Franchement, il avait l'air d'être plutôt bon à l'école, je trouve. En tant qu'universitaire de haut niveau, McCandless a reçu un A en apartheid et société sud-africaine et en histoire de la pensée anthropologique et un A en politique africaine contemporaine et crise alimentaire en Afrique. Après avoir obtenu son diplôme, il a fait donc ses économies universitaires de 24 000 $, donc environ 50 000 $ en 2021, à Oxfam et a adopté un mode de vie vagabond, travaillant si nécessaire comme préparateur de nourriture de restaurant et ouvrier agricole. Passionné de plein air, McCandless a effectué plusieurs longues randonnées en milieu sauvage et a pagayé en canot sur une partie du fleuve Colorado, en même temps de l'autostop, jusqu'en Alaska en 1992. En avril 92. Donc ça, c'est en gros l'histoire de sa vie, on va aller quelque part concernant les études. Visiblement, il était brillant, très brillant, mais ce qui lui plaisait, lui, c'est plus d'être nomade, naturaliste plutôt, un solitaire en somme. Là, si on s'attaque à sa petite vie personnelle, enfin, si on s'y intéresse plutôt, pas s'y attaque, mais s'y intéresse. Alors, McCandless s'intéressait particulièrement à la littérature classique. Selon Krakauer, certains de ses écrivains préférés étaient Jack London, Mark Twain, Léon Tolstoï et H.G. Wells. Il a également été fortement influencé par l'écrivain et naturaliste américain du XIXe siècle Henry David Thoreau et a été absorbé par son essai On the Duty of Civil Disobedience. McCandless a souligné une section sur la chasteté dans Walden de Thoreau, qui a souligné des questions concernant sa sexualité. Rien n'indique que McCandless ait eu des partenaires romantiques tout au long de sa vie et on pense qu'il restait célibataire. Pendant son séjour à Neyland Labs, une jeune fille de 17 ans nommée Tracy a poursuivi McCandless de manière romantique. Cependant, McCandless rejeta ses avances. Wayne Westerberg qui se souvient que McCandless avait déclaré qu'il espérait se marier et avoir une famille à l'avenir. Ça n'avait pas l'air d'être vraiment quelqu'un qui recherchait l'amour, mais plutôt la solitude. Il l'aura, forcément. Concernant la section des voyages pour Chris, McCandless a quitté la Virginie à l'été 90, conduisant une Datsun vers l'ouest lors d'un voyage apparemment à travers le pays en Californie. Sa voiture n'était pas en bon état et a subi de nombreuses pannes alors qu'il quittait l'est des États-Unis. Il n'avait pas non plus d'assurance automobile sur le véhicule et conduisait avec des plaques d'immatriculation expirées. À la fin de l'été, McCandless avait atteint l'aire de loisirs national du lac Mead, je sais pas trop comment ça se prononce, où une crue soudaine a neutralisé sa voiture. Craignant des amendes ou peut-être même une arrestation en raison de l'absence d'un permis valide, d'une immatriculation ou d'une assurance, McCandless a enlevé les plaques d'immatriculation de la voiture, a pris ce qu'il pouvait transporter et a continué à se déplacer à pied. Sa voiture a ensuite été retrouvée, réparée et mise en service en tant que véhicule d'infiltration par le service de police local. Voyageant vers le nord-ouest, McCandless a ensuite fait de l'autostop dans les montagnes de la Sierra Nevada, où il a fait éruption d'une cabane fermée pour voler de la nourriture, des fournitures et de l'argent. Tout au long de l'hiver
1990 et en 1991, McCandless semble avoir vécu dans des camps d'ermites et d'autres vagabonds dans la région de la Sierra Nevada. Il était soupçonné d'avoir cambriolé d'autres cabines alors que l'argent et la nourriture manquaient, mais un seul cas a été confirmé positivement par les autorités après sa mort. Il y a eu des petits déboires aussi, visiblement, avec le Mexique et de nombreuses arrestations. Ça commence au début de 1991. McCandless quitte la Sierra Nevada et fait de l'autostop dans un parcours circulaire vers le sud, à travers la Californie, en Arizona, puis au nord, jusqu'au Dakota du Sud. Complètement à court d'argent, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, il a obtenu un emploi d'opérateur d'élévateur à grains à Carthage, dans le Dakota du Sud. Il a occupé ce poste jusqu'à la fin de l'année 1991, jusqu'à ce qu'un jour il démissionne soudainement et laisse à son superviseur une carte postale qui disait: Le piétinement est trop facile. Avec tout cet argent, mes journées étaient plus excitantes quand j'étais sans le sou et que je devais chercher mon prochain repas. J'ai décidé que je vais vivre cette vie pendant un certain temps encore. McCandless s'est ensuite dirigé vers le Colorado où il a utilisé l'argent de son travail pour acheter des fournitures de kayak ainsi qu'une arme de poing. Il a ensuite navigué sur le fleuve Colorado sans permis et a été parfois poursuivi par des gardes de la faune et du parc qui avaient entendu parler de ses exploits par d'autres voyageurs de la rivière, dont plusieurs avaient été préoccupés par le fait que McCandless avait été vu en rafting en eau vive dans des zones dangereuses de la rivière sans équipement de sécurité. En tout, des rapports de McCandless ont été reçus au lac Havasu, à la rivière Bill Williams, au réservoir du fleuve Colorado, au refuge faunique national de Cibola, au refuge faunique national impérial et au terrain d'essai de Yuma. Les autorités ont tenté mais n'ont jamais réussi à localiser McCandless, qui était recherché en raison de son manque de formation appropriée sur la rivière, ainsi que du kayak sur la rivière sans permis de navigation valide. Il cherchait pas les ennuis, mais disons que il s'était mal préparé à ça, visiblement. Et de peur de devoir payer des amendes, de retourner chez papa-maman pour... parce que la vie de nomade, il s'était très mal préparé, il a sûrement préféré fuir plutôt que d'être emmerdé par les autorités. C'est un peu comme ça en France, sauf que nous, on est quand même moins marginaux. Ensuite, McCandless a finalement suivi le fleuve Colorado jusqu'au Mexique, où il a traversé la frontière internationale par un réservoir au barrage Morelos. Après avoir rencontré des chutes d'eau à travers lesquelles il ne pouvait plus naviguer en canot, McCandless a abandonné son voyage fluvial et a passé quelques jours seul au village d'El Golfo de Santa Clara. Je vous indiquerai les positions GPS, ne vous inquiétez pas. Dans la province de Sonora, trouvant le Mexique intimidant, sans aucun moyen de subvenir à ses besoins, il a tenté de rentrer aux États-Unis et a été arrêté pour apporter une arme à feu avec un point de contrôle frontalier. McCandless a été brièvement détenu, mais relâché sans inculpation après la confiscation de son arme. À la suite de ses expériences au Mexique, McCandless a commencé à faire de l'autostop vers le nord, puis finalement retourner dans le Dakota du Sud. Je comprends pas trop, je connais pas vraiment la carte des États-Unis, mais visiblement il a vu quand même du pays, mal préparé, et visiblement il a voulu retourner un peu dans son pays natal pour être sûr de pouvoir repartir plus sereinement, sur des meilleures bases. Mais ça va pas se passer comme prévu, comme vous vous en doutez. L'Alaska. En avril 1992, McCandless a fait l'autostop du Dakota du Sud à Fairbanks en Alaska. Après sa mort, des témoins ont déclaré avoir vu McCandless en Alaska d'abord à Dot Lake, avec plusieurs autres observations de Fairbanks. McCandless voyageait avec un gros sac à dos et donnera un faux nom si on lui demandait son identité. Il était décrit comme très méfiant envers les gens autour de lui, mal entretenu et sentant en raison du manque d'hygiène. Un témoin a décrit McCandless comme généralement étrange, bizarre, avec une énergie étrange. Malheureusement, on arrive à la partie du décès.
La dernière entrée écrite du journal de McCandless, notée jour 107, se lisait simplement Belle baie bleue. Les jours 108 à 112 ne contenaient aucun mot et n'étaient marqués que par des barres obliques. Et le jour 113, il n'y a pas d'entrée. La date et l'heure exacte de sa mort sont inconnues. Au moment de sa mort, McCandless a pris une photo de lui-même en train de saluer, tout en tenant une note écrite qui disait J'ai eu une vie heureuse, et je remercie le Seigneur. Au revoir, et que Dieu bénisse tout le monde. Le 6 septembre 1992, un groupe de chasseurs qui cherchaient un abri pour la nuit est tombé sur l'autobus converti où McCandless séjournait. En entrant, ils ont senti ce qui pouvait être de la nourriture pourrie et ont découvert une bosse dans une sac de couchage à l'arrière du bus. Les chasseurs ont téléphoné à la police qui est arrivée le lendemain. Ils ont trouvé les restes en décomposition de McCandless dans le sac de couchage. Il est théorisé qu'il est mort de faim environ 2 semaines avant que son corps ne soit retrouvé. Il y a eu plusieurs théories sur sa mort, si vous voulez. Alors il y a la famine du lapin, comme il l'appelle. Donc, dans son livre Into the Wild de 1996, Krakauer propose 2 facteurs qui ont peut-être contribué à la mort de McCandless. L'un de ces facteurs comprend McCandless qui court le risque de famine du lapin en ne comptant pas trop sur la viande maigre pour se nourrir. Swainsonin dans les graines, d'Edisarum alpinum. Krakauer a également émis l'hypothèse que McCandless aurait pu être empoisonné par un alcaloïde toxique appelé Swainsonin après avoir mangé des graines de vèche sucrée, comme je dis, l'Edisarum alpinum ou Edisarum mackenzie, contenant la toxine ou peut-être une moisissure qui peut se développer sur elle. Lorsqu'ils les mis dans un sac en plastique, la Swainsonin inhibe le métabolisme des glycoprotéines, ce qui conduit à la famine malgré une consommation alimentaire abondante. Cependant, dans un article paru dans le numéro de septembre 2007 du Men's Journal, le correspondant Matthew Power affirme que des tests de laboratoire approfondis ont montré qu'il n'y avait pas de toxines ou d'alcaloïdes présents dans les graines de vèche sucrée que McCandless avait mangées. Thomas Clausen, alors chef du département de chimie et de biochimie à l'université d'Alaska à Fairbanks, a déclaré « J'ai déchiré ces plantes, il n'y avait pas de toxines, pas d'alcaloïdes. Je le mangeais à moi-même. De plus, il n'y a aucun récit dans la littérature médicale moderne d'une personne empoisonnée par cette espèce de plante. » Power a fait valoir que McCandless ne pouvait pas attraper assez de nourriture pour survivre et mourrait simplement de faim. Il y a aussi le lathyrisme dû à l'ODAP dans les graines d'Edisarum alpinum. En 2013, une nouvelle hypothèse était proposée. Ronald Hamilton, relieur à la retraite de l'université de l'Indiana en Pennsylvanie, a suggéré un lien entre les symptômes décrits par McCandless et l'empoisonnement de prisonniers juifs dans le camp de concentration de Vapnirka. Il a proposé que McCandless meure de faim parce qu'il souffrait d'une paralysie des jambes provoquée par le lathyrisme. Je sais pas ce que c'est, je vous mettrai sûrement une description pour vous expliquer ce que c'est, ou il y aura peut-être un petit texte qui défilera sur des côtés de l'écran. Ce qui l'empêchait de ramasser de la nourriture ou de faire de la randonnée. Le lathyrisme peut être causé par un empoisonnement à l'acide oxalyldiaminopropionique, donc l'ODAP, par les graines de l'Edisarum alpinum, communément appelée pomme de terre sauvage. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout compris à l'histoire concernant l'ODAP, le lathyrisme et tout le reste, par rapport aux graines d'Edisarum alpinum, c'est qu'en gros, il se nourrissait tellement mal du fait de sa trop mauvaise expérience de nomade que lorsqu'il a essayé de se poser dans cette espèce de bus de fortune au milieu de nulle part, en Alaska, il devait sûrement penser que les graines devaient être un petit peu comme les baies ou les framboises qu'on peut trouver dans certains parcs et jardins, qu'il devait sûrement pouvoir s'en nourrir, retrouver un peu de force et pouvoir continuer sa sédentarité. Le problème, c'est quand on est mal renseigné, que les bouquins ne sont pas plus explicites que ça, surtout à l'époque, il n'était pas au courant sûrement que les baies qu'il mangeait, du fait qu'il mangeait aussi très mal, donc il ne mangeait que ces espèces de graines, avaient peut-être produit sur lui un effet paralysant au niveau de ses membres qui fait que le moindre mouvement l'empêchait de bouger. Donc comme c'était mal connu à l'époque et qu'ils ont dû faire plusieurs études après sa mort pour découvrir ça, ils ont compris
que l'une des hypothèses, en dehors du fait qu'il se nourrissait très mal, donc de la famine du lapin, c'était sûrement que les graines qu'il avait dû ingérer pour essayer de regagner un peu de force, à l'inverse, lui avaient ôté toute force de pouvoir bouger. Ce qui fait que petit à petit, il commençait à mourir. C'est moche d'en arriver là, mais c'est l'une des hypothèses. L'autobus vert et blanc converti où McCandless a vécu et est mort est devenu une destination bien connue des randonneurs, connue sous le nom de Magic Bus. Donc déjà, je trouve que c'est pas amusant comme nom. L'International Harvester de 1946 s'est abandonné par des travailleurs de la route en 1961 sur le sentier du Stampede. Une plaque à la mémoire de McCandless est apposée à l'intérieur par son père, Walt McCandless. La vie de McCandless a fait l'objet d'un certain nombre d'articles, de livres, de films et de documentaires qui ont contribué à élever sa vie au statut de mythe moderne. Il est devenu une figure romantique pour certains, inspiré par ce qu'il considère comme son idéalisme libre d'esprit, mais pour d'autres, il est un personnage controversé et mal avisé. The Magic Bus est devenu une destination de pèlerinage pour les randonneurs qui campaient en véhicule. Certains d'entre eux ont connu leurs propres difficultés ou sont même morts en tentant de traverser la rivière Teklanika. Le 18 juin 2020, diverses agences gouvernementales sont coordonnées avec une mission de formation de la Garde nationale de l'armée d'Alaska pour finalement retirer le bus, considéré comme un problème de sécurité publique, après qu'au moins 15 personnes ont dû être secourues et au moins 2 personnes sont mortes en tentant de traverser la rivière Teklanika pour atteindre le bus. Il a été transporté par hélicoptère CH-47 Chinook à Ely, puis par camion à plateau jusqu'à un endroit non divulgué. Le 24 septembre 2020, le Museum of the North de l'université d'Alaska Fairbanks a annoncé qu'il est devenu le siège permanent du Magic Bus 142 de McCandless, où il sera restauré et une exposition extérieure sera créée. Donc vous voyez, il y en a qui, même si c'était un poil plus préparé que Chris, soit malheureusement ont mal fini, donc sont décédés tout de même, soit mal préparés et puis bah, sont revenus même à l'emploi. Ce qui tend à prouver que la randonnée qu'a fait McCandless, c'est bête à dire, mais c'était un peu un genre de test en gros. Chris a fait un test et malheureusement n'a pas survécu de fait de sa faible expérience en tant que nomade. Ceux qui ont voulu essayer d'aller jusqu'à son lieu de pèlerinage, donc sont là où il est mort, pour lui rendre hommage certainement. Certains ne sont pas arrivés, d'autres y sont arrivés mais pas sans mal. Le fait qu'ils appellent ça le Magic Bus, j'appelle pas ça Magic Bus, c'est pas un nom que j'aurais donné personnellement. Après, le fait qu'on dise qu'il était un idéalisme libre d'esprit, oui, ça c'est sûr. Mais le fait de dire que c'était un personnage controversé et mal avisé, non, c'est juste que c'était une de ces personnes qui avait besoin d'évasion, mais malheureusement mal préparé. C'est dommage, ça aurait pu marcher, mais il était mal préparé. Après, même aujourd'hui, ça arrive encore, hein, des personnes qui se préparent, mais bien comme il faut, avec tout ce qu'il faut pour la randonnée, la sédentarité, être nomade et tout le bazar, ça arrive. Mais aujourd'hui, on est mieux préparé quand même. Plus de moyens, techniques mieux développées. Puis en même temps, maintenant, on a aussi YouTube qui nous permet de mieux nous préparer. Donc voilà, communauté, j'espère que cette vidéo sur ce pauvre Christopher McCandless vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir à moi et ça m'encouragera. Pensez à vous abonner à la chaîne, j'ai vu que vous étiez beaucoup à regarder les vidéos, même la story que j'avais faite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage toujours. Je fais toujours une petite dédicace à mes abonnés, même si j'ai toujours pas vos noms. Je vous dédicace, que je vous oublie pas. Je fais une dédicace aussi à ceux qui regardent sans s'abonner. C'est pas parce que vous abonnez pas qu'il faut vous oublier. Je rends hommage évidemment à Christopher McCandless ainsi qu'à sa famille qui ont forcément souffert de sa disparition. Et puis surtout, bah, laissez un petit commentaire en mettant hashtag Chris ou hashtag McCandless, c'est au choix ce coup-ci. En laissant un petit mot derrière, si vous le pouvez, dans les commentaires. Parce que j'ai vu qu'apparemment certains commentaires étaient un peu compliqués à installer, et même moi j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible que j'arrive pas à les mettre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu.
Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les personnes oubliées ou disparues, ou les deux. Salut communauté!